enregistré. Et Alice, merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être parmi nous. Donc, à vous la parole. Bonjour, merci de votre invitation. Donc du coup, je suis donc Alice Pia, sexothérapeute et thérapeute de couple. Du coup, pour vous expliquer un petit peu, moi j'accompagne les couples ou les personnes seules. J'ai une approche plutôt délicate et émotionnelle de la sexualité. J'aide les couples en fait, à retrouver une communication et une vie intime et sexuelle épanouie, sereine, et surtout à réinventer leur sexualité. Du coup, j'aide à les couples et les personnes seules à passer tous les caps de leur vie, les caps de vie, maladie, naissance, retraite, voilà, tous les passages de vie qui sont un petit peu compliqués. Et voilà, donc je suis engagée auprès de différentes associations, justement, cancer, endométriose, pour aider et accompagner toutes les femmes et les hommes dans les problèmes de vie de couple. Voilà. Voilà. Alice, si vous voulez partager déjà un petit témoignage ou plutôt dans le flux des échanges, c'est liberté, hein. Donc, vous êtes chez vous. Bon, allez, je vais vous partager alors, ce que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps et qui est en lien en plus avec la visio d'aujourd'hui, qui m'a beaucoup émue. J'ai rencontré donc un couple où madame a eu une stomie provisoire. Et en fait, ils sont venus me voir très rapidement parce que bah, la stomie a mis une très grande distance dans le couple. Beaucoup de doutes, beaucoup d'inquiétudes. En fait, monsieur refusait d'approcher madame, refusait de la toucher. Il avait peur, il y avait du dégoût, il y avait beaucoup de problématiques qu'il n'arrivait pas à exprimer et ça a posé beaucoup de distance dans le couple. Donc, je les ai reçus. On a fait en fait 2 séances, vraiment 2 séances. Donc, entre chaque séance, moi, je leur donne des exercices à faire. Ah, on a perdu Alice. Oui. Bon, Alice va revenir tout à l'heure. Elle doit avoir un problème de réseau sur Montpellier. Donc, ben, Ah, on va improviser. Muriel, c'est possible de prendre la suite? Merci beaucoup. Oui. Et on redonnera la parole à Alice. Alice après, pas de souci. Donc, Muriel Bassigalupo, sexologue clinicienne. J'ai deux options à vous proposer. Je peux vous la faire en français, je peux vous la faire en québécois aujourd'hui, puisque je suis franco-québécoise. Muriel, Ça va? est-ce que c'est possible de redonner la parole à Alice qui vient de Oui, revenir? Merci beaucoup. pas de Désolée de souci, je vous vois un moment avoir. silencieux. Alice, on vient de subir une petite rupture dans l'image et le son. Donc, est-ce que c'est possible pour vous de reprendre? Ah, ben, on va rester. Bon, Muriel, allez, on y va. Allez. Donc, je reprends. Je vous disais que je suis franco-canadienne. Donc, bonjour aux Québécois qui nous écoutent, qui sont présents avec nous. Je le précise parce qu'en fait, j'ai fait mes études de sexologie à Montréal et à Québec. Donc, c'est un cursus assez spécifique où on a Bac+7, certificat licence master 2 en sexologie et où on est formé pour prendre en charge les troubles sexuels des patients, mais on va dire les troubles sexuels sur un volet plutôt, c'est la partie plutôt psychologique, ma spécialité, la partie psychosexo. Voilà. Donc, je suis quand même en France depuis 27 ans. Je travaille comme Alice. Alors, Alice, j'ai bien compris, elle est sur 7. Moi, je suis sur Montpellier et sur Nîmes. Et je travaille à 2 niveaux, c'est-à-dire que je reçois les patients en consultation en individuel et en couple. Et j'ai aussi un travail de formation des équipes soignantes, tout particulièrement en maladie chronique, où je forme les médecins, les infirmières, les psychologues, les sages-femmes à pouvoir interroger un patient sur son état de santé sexuelle avec une maladie chronique, à pouvoir dépister s'il y a une difficulté sexuelle et à savoir référer par la suite. Donc voilà, je travaille autant avec les patients qu'avec les pros de santé.
Et tout récemment, j'ai rejoint aussi l'équipe de l'Institut du cancer de Montpellier avec grand plaisir, ce qui me permet aussi d'avoir cette action-là d'accompagnement psychosexologique. Voilà. Je pense que le plus intéressant après, c'est de rester à votre disposition pour que s'il y a des questions qui sont posées par les uns et les autres, que je puisse moi venir y répondre au fur et à mesure. Mais vous avez au moins un peu mon process. Et puis j'ai ouvert depuis quelque temps des téléconsultations aussi spécifiques pour les patients atteints de maladies chroniques. Parce que c'est vrai qu'en formant les équipes soignantes, je me balade sur toute la France et donc il y a un besoin. Et plus les patients arrivent à poser la question aux médecins, plus les médecins arrivent à interroger leurs patients, et plus on est sollicité en tant que spécialiste pour faire cet accompagnement qui est plus spécifique. Merci beaucoup, Muriel. Donc, voilà, ça va être au fil des questions que vous allez pouvoir réintervenir. Alice, vu la problématique de réseau, on a passé la parole à Muriel, donc vous pouvez la reprendre si vous le désirez. Oui, je suis vraiment désolée. Vive le sud. Il fait beau, mais il n'y a pas de connexion. C'est pas grave. Du coup, oui, je vous dis donc en fait, donc je les ai vus 2 fois. On a fait 2 gros rendez-vous où ils ont pu donc vraiment exprimer toutes leurs problématiques, toute la douleur, tous les doutes. Moi, entre chaque rendez-vous, du coup, je leur donne des exercices à faire à la maison, des exercices pratico-pratiques, renouer, reconnecter entre eux. Et le 3e rendez-vous, je les vois arriver main dans la main, tout sourire. Et ils m'annoncent en fait qu'ils avaient réussi à avoir une relation intime, sans pénétration, mais qu'il s'était passé quelque chose de complètement fou pour eux, en tout cas pendant cette relation intime. Ils ont pu, monsieur a découvert un orgasme qu'il n'avait jamais vu et jamais vécu dans sa vie. Et madame m'a dit en rigolant: «Bah, si ça continue, je crois que je vais rappeler le médecin pour garder ma stomie un petit peu plus longtemps, pour plus que qu'on puisse garder cette sexualité, et découvrir encore cette sexualité finalement non pénétrative». Et du coup, je trouvais ça chouette et ça a été vraiment un très, très beau rendez-vous. Et Alice, c'est possible? On t'entend plus, Alice. Ouais, Alice, euh, Dans le sud, on a des forfaits 3 minutes Internet. Toutes les 3 minutes, ça coupe. à première vue, Cyril a un petit peu ce souci. Bon, Alice, est-ce que le témoignage est fini ou pas? Parce que là, on oui, improvise complet cet après-midi, vous avez vu? je suis vraiment désolée. Je vais essayer de me connecter ailleurs parce que c'est pas possible, ça ne marche pas comme ça chez moi. C'est pas grave. Euh, Est-ce que c'est bon au niveau Je vais du essayer de me témoignage? déplacer discrètement. Oui, c'est bon. Au niveau du témoignage, je vous laisse la parole comme ça. Ah, mais c'est pas grave. Non, mais un témoignage très fort pour une entrée en matière vraiment magnifique. Donc, ben, Élodie, tu vas enchaîner parce que infirmière stomathérapeute, c'est voilà le binôme avec le patient. Bonjour, du coup, oui, donc Élodie, infirmière stomathérapeute. J'exerce à l'Institut Curie, qui est un centre de lutte contre le cancer à Paris. Donc, en effet, je suis des patients stomisés ou qui ont des troubles de la continence, notamment après rétablissement de continuité lorsqu'ils ont été stomisés de manière transitoire. Donc, c'est l'objet aujourd'hui de parler, de stomie et de l'impact à la fois de la présence de la stomie, mais aussi, de l'acte chirurgical en lui-même, qui peut impacter, sur, notre capacité à ressentir du plaisir, à avoir même du désir parce qu'on est dans un contexte de soins qui est un peu compliqué, fatigant, stressant et donc du coup, toutes ces dimensions-là, sont perturbées. Donc j'aurais pas forcément, comme ma collègue, de petites anecdotes là à donner, d'emblée, mais en tout cas, on a essayé, de mettre en place, une consultation avec, une collègue, qui est spécialisée en pelvipérinéologie, donc une consultation en binôme et qu'on fait en 2 temps. On n'est pas présents à ce moment-là, toutes les 2 en même temps dans la pièce, pour voir comment, ma partie stomathérapie ou en donnant éventuellement, des conseils d'appareillage, des conseils de soins pour, les patients, qui ont des troubles de la continence,
pour essayer de voir aussi sur le plan global ce qui pourrait être accompagné et aidé pour limiter le stress, limiter la fatigue, limiter les douleurs. Et elle fait tout un point sur l'aspect très physique, fonctionnel, postural, qui peut, jouer sur la sphère intime et qui est également en cours de formation, pour le DU de sexologie et donc du coup qui apporte en plus une vision, sexologique. L'idée étant, d'avoir un accompagnement le plus global possible pour aussi j'ai un peu du mal à parler, je suis désolée, c'est vendredi, fin de semaine un peu terrible, mais du coup pour essayer d'être le plus global possible pour pouvoir après éventuellement, conseiller aussi, et orienter vers d'autres professionnels, soit au sein de la structure, soit peut-être à l'extérieur pour, envisager d'accompagner au mieux les patients autour de cette thématique qu'est l'intimité. Voilà. Mm. Merci beaucoup parce que les unes et les autres, vous faites un travail formidable parce que le parcours de soins du patient, il est complexe, multiple. Donc, merci et complémentaire en plus. Donc, on va passer la parole maintenant aux soignés. Donc, Anaïs ne peut pas être parmi nous cet après-midi. Donc, mais normalement, elle va venir en tant que participante, auditrice. Gwendoline, à toi la parole. Et après, ce sera Corinne. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Gwendoline Richard. Par où commencer? Je suis atteinte d'endométriose sévère avec atteinte digestive et du coup suite à cette opération, malheureusement, je rentrerai pas dans les détails, mais j'ai été victime d'une erreur médicale. J'ai eu une stomie provisoire pendant 8 mois et malheureusement, l'équipe du professeur Fab au CHU Saint-Éloi de Montpellier, ils ont fait leur maximum pour rattraper les bêtises du premier chirurgien et je me suis retrouvée au réveil à m'annoncer que je n'avais plus de côlon, plus de rectum et une stomie définitive. Et donc ça, c'était le 8 novembre dernier. Donc là, ça va faire 6 mois. Et depuis, ma sexualité, on va dire, est au point mort parce qu'en fait, j'ai eu une fistule recto-vaginale. Donc pendant plus d'1 an, j'avais pas le droit au rapport sexuel. Et depuis 1 mois, j'ai eu le feu vert de mon gynécologue, malgré que je sois en pleine rééducation périnéale et abdominale parce qu'on m'a ouvert 4 fois l'abdomen. Et qu'en bas, du coup, c'est clôturé. Donc, il faut rééduquer tout ça. Et on m'a donné le feu vert. Donc, je suis hyper contente. Mais à la fois, je suis carrément flippée parce que je me suis remise sur les sites de rencontres. Et à chaque fois, c'est compliqué pour aborder le sujet. À chaque fois, je ne sais pas si je dois le dire d'entrée pour pas qu'il y ait de surprise par rapport à ma stomie ou si j'attends le premier, deuxième rendez-vous, voir comment ça se passe pour que la personne ne s'arrête pas à ça et apprenne à me connaître avant. C'est toujours délicat. J'ai essayé d'expérimenter plusieurs façons de faire. Il y en a où ça a marché, d'autres pas du tout. Et ça a été un peu violent pour moi psychologiquement. Où j'ai eu certaines réactions un peu violentes et j'ai un petit peu vécu ça comme un rejet, même si je peux comprendre que pour les personnes en face, c'est délicat, surtout quand on ne sait pas ce que c'est une stomie, surtout quand ça touche le médical. Moi, la première, il y a un peu plus d'1 an, quand on m'a annoncé que j'avais une stomie, j'ai dit jamais de la vie, je regarderai mon intestin, jamais je le toucherai. C'était jamais, jamais, c'était des pleurs et des pleurs. J'ai mis 3 mois et demi à devenir autonome dans mes soins et aujourd'hui, je dis pas que je kiffe mon intestin, mais voilà, j'ai plus aucun problème à le regarder tous les matins et à le toucher pour faire les soins. Enfin, voilà, il fait partie de mon quotidien, mais c'est vrai qu'en termes de sexualité, j'avoue, j'ai une grosse pression. J'ai l'impression que je vais refaire comme si j'avais fait ma première fois, alors que pas du tout. Qu'en plus, je suis quelqu'un qui est assez ouvert d'esprit, j'ai pas de tabou, comme vous pouvez le voir, mais j'avoue que ça me met une certaine pression et j'ai peur de ça, en fait. Comment la personne peut me regarder. Moi, mon corps a énormément changé aussi entre les cicatrices, la stomie et j'ai eu aussi une prise de poids de 10 kilos. Donc ça, c'est dur aussi parce que pour le moment, je ne peux pas reprendre le sport comme avant. Donc voilà, il y a tout ça à prendre en compte et du coup, ouais, ça me fait peur. Voilà un petit peu pour la présentation et j'ai 31 ans. Merci beaucoup, Gwendoline, pour ton témoignage qui est vraiment très important parce qu'en plus, il va servir de passerelle à Corinne parce que
elle a voilà, des trucs, astuces pour que les cicatrices et tout cela, tu en as fait des amis. À toi, Corinne. Bonjour à tous et à toutes. Merci Myriam pour ce rendez-vous. J'avais hâte d'être présente et de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, je ne vais pas mettre en avant la sexualité, mais je vais quand même en parler en dernier lieu. Alors, juste pour vous dire, j'ai eu 2 cancers gynécologiques et une récidive donc en 2019. Et quand j'ai vu mon... Alors, l'idée, c'est ça, hein, de parler un petit peu de ce que j'ai vécu. Quand j'ai entendu le protocole, en fait, on m'a dit, tu vas peut-être avoir une poche. Je dis, ah, une poche vessie, un truc comme ça. Bon, ok, pas de problème. Donc, 6 heures de bloc avec 6 mains. Donc, c'était un peu lourd. Et finalement, quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc-là sur mon ventre? Ah oui, c'est vrai, j'ai eu une laparotomie. Bon, qu'est-ce qui se passe? Alors, je me posais beaucoup de questions et on a mis en fait beaucoup de temps à me répondre. Et ça, ça fait partie des choses qui ont été un petit peu difficiles pour moi à supporter. C'est-à-dire qu'à la fois au niveau du protocole, avant l'opération, on ne m'a pas dit que c'était une stomie, donc je ne savais pas ce que ça voulait dire stomie. Et quand je l'ai eu au réveil, je ne savais pas ce que c'était, je ne connaissais pas les effets secondaires ou les conséquences dans ma vie quotidienne. Et je posais la question, mais c'est quoi ce truc qui se balade sur mon ventre là? C'est quoi? Et pourquoi j'ai des crottes dedans? Donc je posais des questions un petit peu bizarres. Mais j'étais un petit peu en colère en fait. J'étais énervée après les soignants. Donc ça, c'était un petit peu difficile. Donc ça a démarré avec une grosse colère. Et je n'ai pas accepté la stomie tout de suite parce que je trouvais ça moche, ça me dégoûtait en fait. Et de voir les selles sortir, franchement, ça me dégoûtait. Donc il y a eu quand même des soignants autour de moi qui m'ont beaucoup aidé, qui ont changé les poches. Donc comme ça, au moins, je ne voyais pas ce qu'il y avait dedans. Et j'ai eu beaucoup aussi d'accompagnement qui ont eu lieu tout au long du fait de porter la poche et après la remise en continuité que j'ai eue 4 mois après le bloc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, après mes colères de vous m'avez pas dit pourquoi c'est nanana, nanana, bon, j'ai essayé d'apprécier la stomie et je n'y arrivais pas. Malgré tout, j'ai été accompagnée par plusieurs infirmières à domicile une fois que j'étais sortie de l'hôpital après 15 jours d'hospice. Et il y en a une qui m'a dit, «Oh, Corinne, tu peux pas savoir comme c'est trop dingue ta poche.» Je dis quoi, ma poche? Et ça me dégoûtait, je la regardais même pas, je tournais la tête. Dès qu'elle venait, elle nettoyait, j'avais envie de vomir. J'étais vraiment pas bien. Et puis elle me dit, mais Corinne, en fait, dans ta salle de bain, là, t'as pas des, tu fabriques toi-même tes savons, non? Je dis, oui, oui, moi, je fabrique beaucoup de choses moi-même. Pourquoi tu me poses cette question? Je vois pas le rapport. Et elle me dit, écoute, tu sais quoi? Tu as un savon en forme de rose et c'est exactement la même chose que ta stomie. J'ai dit, hein? Et là, j'ai eu un problème, il y a eu un blanc pendant peut-être 5-10 minutes entre nous, et j'étais pas bien, je me suis mise à pleurer et tout. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Et le lendemain, vraiment, j'étais trop heureuse parce que je me suis réveillée en montrant à ma fille, j'ai dit, tu veux voir ma rose? Et ma fille m'a dit, maman, non, je ne peux pas, non, maman. Et je dis, écoute, je suis trop heureuse. Donc, quand l'infirmière est venue, je l'ai remerciée parce qu'elle m'a beaucoup aidée à l'accepter, à l'apprécier, et je l'ai trouvée belle, chose que je ne trouvais pas beau. Et à force de réfléchir à ça, je me suis dit, allez, je vais me lancer dans trouver des solutions. Parce que en intervenant aussi dans Patients en réseau et sur une plateforme qui s'appelle Tomo, dans ces deux univers, je suis là aussi pour les patients et patientes atteintes de cancer. Donc je me suis dit, attends, il faut que je trouve aussi des solutions parce que ça peut aider les autres. Et donc, j'avais des problématiques aussi liées à la remise en continuité, qui étaient des diarrhées, des constipations, des envies de vomissement, des vertiges tous les matins, c'est comme ça. Et donc, j'en ai parlé à ma stomathérapeute, qui est une femme adorable. Et elle m'a dit, attends Corinne, arrête de t'inquiéter. Je vais te donner une petite pochette. Dans la pochette, tu mettras un médicament pour, si tu sens que tu as des diarrhées qui arrivent, ça va les stopper immédiatement. Donc, je ne donnerai pas la marque. Elle m'a donné la pochette qui est une pochette rouge. Alors, symbole, symbole, chacun son symbole. Et je l'ai mis dans mon sac. Et depuis, en fait, j'ai accepté mon corps comme il était. Mes cicatrices, qui sont nombreuses, je les ai appelées. Alors, l'astomie, je l'ai appelé mon copain. Les autres, je les ai appelées mes copines. Et donc, le matin, quand je prends ma douche, je les caresse et je leur parle. Je dis merci, bah, ça va mieux. Ma pochette rouge, elle est avec moi dès que je sors.
Donc comme ça, je suis tranquille. Et quand je me lave les mains avec mon savon en forme de rose, je me dis, ah là là, vraiment, c'est vrai que c'est magnifique cette forme-là, je suis trop, trop contente. Donc voilà, ça a été quand même quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et pour revenir sur un point, parce qu'il y a beaucoup de sujets à évoquer, entre autres aussi l'alimentation, mais je ne peux pas tout en parler aujourd'hui, parce que sinon j'en parlerai pendant 2 heures. Je suis tellement passionnée par les stomies. Et je voulais juste dire que par rapport à la sexualité, bon, moi j'ai coupé ma sexualité pour des raisons de deuil d'une relation avec quelqu'un. Je n'en rentrerai pas dans ce détail, mais finalement, je ne me suis pas fermée à la sexualité, étant donné que j'en parle à ma psychologue clinicienne qui me suit tous les mois. J'en ai parlé aussi à une oncologue sexologue qui m'a aussi beaucoup aidée avec la probabilité d'utiliser des crèmes, etc. Et avec un sexologue aussi que j'ai connu pendant le confinement en ligne, qui nous a aussi expliqué des choses sur le fait que la pénétration n'est pas le seul moyen d'avoir une relation avec quelqu'un. Donc voilà, c'était pour vous dire, j'espère ne pas avoir débordé sur mes 6 minutes. En tout cas, c'était pour vous dire que j'ai accepté mon corps, même si au quotidien, c'est toujours compliqué. Mais en fait, j'ai trouvé des solutions parce que j'en ai cherché, mais j'ai été vraiment très, très bien accompagnée par les soignants et les soignantes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je laisse Cyril, mon héros, qui peut me poser les questions en ligne. Ou si vous voulez qu'on échange en message privé, vous pouvez aussi, si ça vous gêne, si ça vous dérange, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez en message privé pour Cyril, hein. Voilà, merci de votre écoute. Merci. Myri- Merci, merci. Myriam, je vais peut-être dire 2 mots. Bon, déjà, on reparlera de Corinne, mais de beaucoup de monde d'ailleurs ici un petit peu plus tard sur la conclusion. J'ai une question, donc je pense que ça va aller bien pour les professionnels. Pour rejoindre le premier témoignage de Gwendoline, une personne me dit qu'elle a la même problématique de, pareil, même âge, 31 ans, si je sais pas, je me suis pas trompé, stomisé, et du coup, comment aborder la sexualité quand on rencontre une nouvelle personne. Donc, je pense que c'est vraiment une question pour Alice et Muriel à ce niveau-là. Tout à Et du fait. coup, ça fait écho à ce qu'on a entendu. Merci beaucoup. Donc, Alice ou Muriel, vous pouvez Ou prendre la les deux. parole. Après, Elodie peut compléter si tu veux, si c'est au niveau des appareillages et autres, parce qu'il y a quand même des choses que tu peux amener au niveau de la technique. Donc, comme vous voulez, Alice ou Muriel. Euh, Allez, je réponds. Et si Alice peut-être voudra compléter, elle, par rapport à son expérience clinique à elle. Euh, la difficulté, c'est qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a pas un mode d'emploi. Tout à l'heure, il était évoqué, je crois que c'est Gwendoline qui disait, j'ai tout essayé, j'ai essayé de le poser dès le départ dans une rencontre, au risque de faire peur et de subir un rejet. J'ai essayé d'abord de laisser l'autre apprendre à me connaître avec l'espoir qu'en apprenant à me connaître, ben, que du coup, l'information passe plus facilement. Euh, à mon sens, voilà, il y a différentes façons de l'aborder, il y a différents moments pour l'aborder. Je pense qu'il faut s'écouter soi et soit dans dans ce nouveau lien à l'autre. C'est-à-dire que est-ce que l'autre génère quelque chose, dégage quelque chose qui met en confiance et qui donne envie de poser les choses dès le départ, ou est-ce qu'on n'est pas sûr et qu'on préfère se donner un peu de temps? Et ça me semble important de savoir s'écouter à ce niveau-là. Moi, je dis aussi souvent, parce que je le vois dans toutes les maladies chroniques, parce que cette peur du rejet, euh, elle, elle est, elle est rapportée par la plupart des patients dès qu'il y a une altération de l'image corporelle, mais même pas que. Le simple fait d'être dans une maladie chronique, souvent c'est j'ai peur d'enquiquiner l'autre. Il va découvrir que je suis malade, que j'ai des rendez-vous médicaux, que je peux avoir des crises, ou alors il va effectivement découvrir que j'ai une altération corporelle, que j'ai des cicatrices. Donc, il y a régulièrement cette peur du rejet qui est rapportée. Et ce qu'on voit quand même, nous, dans nos consultations, c'est des tas de soignés qui ont re-rencontré des partenaires, qui sont tombés à nouveau amoureux, et donc qui montrent qu'effectivement, c'est tout à fait possible
et qu'il y a des partenaires masculins, féminins qui sont très, très bienveillants et qui ont une lecture de la personne plus globale que uniquement morcelée, quoi. Merci beaucoup, Muriel. Donc, du coup, Alice, on complète un Oui. peu? Allez. Alors, oui, Muriel a tout à fait raison. Il n'y a pas il y a pas de checklist à dire, bah, voilà, au premier rendez-vous, il faut en parler ou on en parle au deuxième ou au troisième. En effet, il faut s'adapter un petit peu à la personne, mais il faut aussi peut-être, ce qui peut être intéressant, c'est quand on en parle, que l'autre n'ait pas l'impression qu'on vient chercher, entre guillemets, un infirmier ou une infirmière ou quelqu'un qui va venir nous aider. C'est aussi dire: «Voilà, c'est ma problématique, c'est ma maladie, mais je suis au clair avec ça, je ne te demande rien à ce niveau-là. Donc c'est juste, je t'informe de ce que j'ai, mais ça n'aura pas d'impact, entre guillemets, sur toi personnellement, parlant». Par contre, moi, il y a quelque chose que je dis très, très souvent et les 3/4 du temps, en fait, en consultation. Qui dit sexualité ne dit pas forcément nudité. Qui dit sexualité ne dit pas pénétration. Et aujourd'hui, c'est important aussi de resexualiser les sous-vêtements. Resexualiser une jolie nuisette, bah, peut-être qu'on n'a pas envie de montrer, ses cicatrices ou peut-être qu'on n'a pas envie de montrer, bah, sa stomie ou quoi que ce soit. Bah, rien n'empêche, même pour les hommes, d'acheter des boxers qui soient ouverts devant. C'est-à-dire qu'on peut garder le boxer, on peut garder un joli t-shirt et on peut quand même avoir une relation sans qu'on soit obligé d'être tout de suite dans le déballage de l'intégralité de son corps. Et c'est important aussi de pouvoir justement resexualiser un peu les sous-vêtements. Et ça devient un jeu dans les couples aussi, de pouvoir aller se dire, bah tiens, on va aller s'acheter des sous-vêtements ensemble parce que ça vient aussi rhabiller un peu la personne et puis ça vient remettre un peu de charme, un petit peu d'érotisme aussi dans la relation. Et c'est important parce que, et comme l'a dit Corinne et comme on le dit tout le temps maintenant, enfin, c'est la pénétration, ça n'est qu'un outil de la sexualité, ça n'est qu'une phase possible de la sexualité. Il y a plein, plein, plein d'autres choses à découvrir que de la pénétration pure. Merci. Il y a Corinne qui lève la main, donc je pense elle veut mettre un complément d'information. Et après, tu me diras, Myriam, mais il me semble que dans l'Assemblée, on a quelqu'un qui peut répondre au dernier Tout témoignage à qui vient fait. d'être fait. Exactement. Et peut-être que après Prépare ton micro, Yasmine. voilà. Et après, peut-être Élodie avant, parce que du Hmm, coup, le côté si tu veux intervenir, Élodie aussi. Et après, ce sera ouais. Yasmine, bien sûr. Corinne, Alors, vas-y. j'en profite, Corinne, 30 secondes avant, j'en profite parce que ça peut faire un élément de réponse aussi, et j'aimerais bien que les autres professionnels parlent aussi. On a eu cette question, je pense que la question a été posée par une femme, et là j'ai exactement la même question posée par un homme qui est un peu plus âgé, qui a plus que 31 ans. Donc j'aimerais savoir si dans vos problématiques, dans vos rencontres de patients et tout, il y a plus de femmes qui se plaignent de cette problématique de première rencontre, ou plus d'hommes, et avec qui finalement ça pourrait être pas plus facile, mais est-ce qu'il y a une vraie différence ou il n'y a pas de raison de genrer la chose? Vas-y, Corinne, c'était juste pour mettre un petit élément de plus. Oui, merci de me redonner la parole. En fait, je voulais pas intervenir au niveau sexualité après ou pendant avec une stomie, mais comme j'ai eu 2 cancers gynécologiques, le premier cancer, lors du premier, à la fin des traitements du premier cancer, j'ai eu des relations sexuelles et c'est vrai que je n'abordais pas le problème lors des premiers rendez-vous. Mais j'attendais vraiment d'être en confiance avec la personne, me sentir à l'aise et surtout que la personne soit ouverte aux discussions qui peuvent être un peu tabous, qui peuvent être un petit peu gênantes, mais il fallait que je me sente à l'aise. Et j'ai rencontré aussi quelqu'un qui, à chaque fois, presque à chaque fois, me disait: «Ça va, je ne t'ai pas fait mal. Est-ce qu'on peut faire ceci? Est-ce qu'on peut faire cela?» Bon, ce qui fait que ça m'a vraiment détendue et je me suis dit: «Ah oui, donc c'est possible, mais il faut être en face de quelqu'un qui nous entende et nous comprenne, et soit pas là juste pour avoir une relation vite fait mais vraiment qui ait de l'affection, et de l'amour. Sinon, c'est pas possible pour moi. Merci beaucoup, Corinne. Élodie, tu veux rebondir un petit peu euh, comme ça au niveau. Alors, Voilà. pardon, Vas-y. j'avais du mal à trouver mon truc pour le micro. Bah, du coup, c'est vrai que c'est souvent, des questions qu'on peut avoir de la part des patients de manière générale, même
pas forcément des patients qui vont aborder l'intimité, mais de se dire, bah, est-ce que je dois dire ou je dois pas dire si je suis stomisée ou pas. Donc en effet, après, ça relève de la vie de chacun et du besoin de chacun à garder son intimité, jusqu'à quel niveau on trouve une chose intime ou non. Enfin voilà. Et puis ça n'empêche pas que une chose intime puisse être partagée comme on le fait aujourd'hui, parce que ça peut aussi être important d'ouvrir la parole. Après, en termes pratico-pratiques, c'est vrai que bah, on peut conseiller, nous, en tant que stomathérapeute, différents gabarits de poche, parce qu'il existe des tailles S, M et L, on va dire. Après, tous les gabarits ne sont pas forcément adaptés à tout type de stomie en fonction du transit de celle-ci. On peut aussi prévoir des traitements ralentisseurs de transit, un petit peu en amont d'un rendez-vous ou d'un moment intime, pour essayer de limiter au maximum le transit, ou voire même, dans la journée, vraiment être attentif à ce qu'on a mangé pour limiter la survenue de gaz, ou ne pas trop favoriser le transit. Après en termes de conseils d'habillement et de lingerie, bah, pour le coup, alors c'est vrai qu'on peut que j'ai des exemplaires de lingerie créés pour les patients stomisés et les patienteux. Après, même, je dis que de manière générale, dans le commerce, on peut toujours trouver des sous-vêtements ouverts, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, qui laissent accès à la zone intime et qui occultent la poche. Il y a Enfin voilà, on peut trouver beaucoup de choses pour cacher la poche, si c'est un souhait, parce que c'est pas non plus une nécessité si on n'a pas envie. Et je pense qu'il faut aussi le dire, que, bah, c'est si vous, comme pour les personnes qui vont à la plage, bah, si vous avez envie de montrer votre poche, il y a aucun souci, c'est pour vous, donc vous faites comme vous avez envie, enfin voilà. Après, parce que je trouve qu'il peut y avoir parfois des discours, même de la part de soignants, qui dit: «Bah non, bah, pour la plage, va falloir trouver quelque chose de spécial». Bah, c'est pas une obligation en fait, chacun fait comme il veut. Hem, Après, il y a aussi des petits conseils. Alors les conseils que je donne, soit je les lis de patients stomisés, soit je me dis peut-être que ça peut être utile, mais et parfois je les ai d'autres patients, mais ça peut être aussi au niveau de certaines positions qui peuvent être plus agréables, où on montre moins, enfin la poche fera peut-être moins de bruit, il y aura peut-être un maintien plus simple, il y aura aussi peut-être un confort, s'il y a un rapport pénétratif par exemple. Ça peut être aussi jouer sur l'environnement, plutôt utiliser des petites bougies, une lumière tamisée, si ça peut, rendre le moment un petit peu plus, enfin si ça peut rendre l'ambiance où on se sent un petit peu plus à l'aise. Il y a certains patients qui sont un petit peu inquiets du fait qu'il puisse y avoir des odeurs, dans la poche. Donc on peut mettre une poche, propre, mais il vaut mieux à ce moment-là, la changer plutôt, au moins 2 heures avant, ce que je conseille. Après, j'ai pas fait d'études pour prouver ça, mais pas juste avant d'avoir un moment intime, parce qu'au moins la poche, elle aurait le temps de bien adhérer et elle restera bien en place, que si on venait, tout juste de la changer. Et pareil, des bougies, par exemple, parfumées, ça peut couvrir d'une éventuelle odeur, parce qu'après la perception qu'on a soi, celle qu'ont les autres, c'est toujours un petit peu différent. Mais encore une fois, si ça peut aider à ce que les personnes se sentent plus à l'aise, ça peut être des conseils qu'on peut donner, sur le plan un petit peu pratique. Après, pour citer une histoire, de patiente, elle avait entamé des échanges, à distance, par une appli, je crois, je sais plus trop, donc du coup, il y avait beaucoup d'échanges photos où là, je sais plus qui a dit ça, mais il y avait beaucoup la lingerie qui était mise en avant, avec des foulards toujours bien utilisés pour cacher la poche, donc c'était des photos qui étaient très jolies. Après, à ce moment-là, c'est justement poser la question de comment je peux aborder, le fait d'avoir une stomie ou pas, puisque j'en ai pas parlé jusque-là et qu'on a quand même entamé une relation. Donc c'est vrai qu'après, bah, c'est toujours, au ressenti, je pense, et à la confiance qu'on a en soi et en l'autre, qu'on décide de dire la chose, à un moment donné ou pas. Enfin voilà, et c'est un petit peu ce que je pourrais, partager moi D'accord. de ma maigre expérience. Élodie, rassure, les personnes stomisées uro, Oui, c'est oui. pareil que digestif, hein. Ah ouais, pareil. Ouais, Parce ouais, que c'est là, il y pareil, a pardon. peut-être des personnes stomisées uro qui pourront peut-être se poser des questions, mais nous, Oui, tout à fait. Non, voilà, non, tout à fait. Alors c'est pareil, excuse-moi. il y a le non, non, mais c'est important, c'est vrai, j'ai pas pardon. Alors après, les gabarits de poche, c'est possible aussi pour les personnes uro, mais on pourra moins aller sur des tout petits modèles, parce qu'il y a vraiment très peu de capacité de stockage, et la production d'urine, ça se contrôle un tout petit peu moins. Mais tout le reste, ça reste tout à fait, identique en conseil.
Merci. Excuse-moi, mais Non, 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 il n'y a pas de on fait souci. J'ai même pas attention. fait attention. C'est normal, faut préciser. T'inquiète pas. Eh ben voilà. Comment habiller, comment redevenir sexy, Yasmine? T'as peut-être des solutions aussi. Bonjour à tous. Donc du coup, ouais, donc moi-même, je suis stomisée, j'ai 51 ans. J'ai eu ma première stomie, donc j'en suis en rectocolite. J'ai eu ma première stomie à 28 ans. Donc j'étais mariée à cette époque-là, juste après la naissance de mon enfant. Donc après, il y a une remise en continuité. Ça, c'est un peu les maladies rectocolites. Je l'ai re-eu à 33, 35, je sais plus. Et je l'ai eu en définitif à 45 ans. Et malheureusement, j'ai divorcé en parallèle. Et c'est vrai que toutes ces années de mariage, comme j'entends, pour moi, redécouvrir, déjà avec toutes les cicatrices que j'avais sur mon ventre, plus l'astomie digestive en iléo, en plus, où vraiment, ça donne quand même beaucoup de matière. Ça a vraiment été pour moi quelque chose qui était inimaginable de pouvoir rencontrer un homme avec une poche. Moi, ce qui me dérange en plus sur la poche, c'est le fait que ça ballotte. Moi, je trouve ça vraiment hyper gênant. Le bruit de la poche aussi. Et moi, ça me permet de ne pas me libérer, en fin de compte, avec ce bruit, ce ballottement, en plus toutes mes cicatrices. Et du coup, ce que j'ai fait, j'ai créé des bandeaux. Voilà. Des bandeaux en dentelle. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, j'ai une entreprise de sous-vêtements adaptés où je propose toute une gamme de sous-vêtements, autant pour les hommes que pour les femmes. Et c'est vrai qu'avec mes clients, moi, je suis complètement in love de mon entreprise. C'est les retours de mes clients, mes clientes. Alors, les femmes parlent plus que les hommes. Les hommes, j'ai pas beaucoup, je sais pas trop des fois pourquoi ils achètent des bandeaux. Et voilà. Mais voilà, pour moi, c'est quelque chose qui m'a énormément aidée. Et aujourd'hui, malheureusement, je suis toujours célibataire. Hein. C'est pas les bandeaux qui m'ont aidé à trouver quelqu'un. Bon, voilà, après, c'est pas si simple à 51 ans. Après, même avec des bandeaux, hein, je vais être honnête, hein, si je dois rencontrer quelqu'un, je pense que il y a le fait de dire qu'on est malade. J'ai toujours cette appréhension-là de rejet de la part d'un homme. Et pour la petite histoire, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un mois de ça, j'étais en sortie avec des copines dans un bar. Et il y a un homme qui s'est approché de moi. Et puis, on s'est changé nos 06. Et puis, quand il a su que j'avais une stomie, parce que moi, je m'appelle Yasmine et j'habite Saint-Malo, je pense qu'il suffit de faire taper un petit peu sur les réseaux, on sait tout de suite qui je suis. J'ai plus de nouvelles. Voilà. Je ne sais pas si c'est la stomie ou pas. Merci beaucoup, Yasmine, pour ton témoignage, parce que voilà, merci de vous livrer comme ça, parce que c'est poignant. Donc, Cyril, tu as levé la main, puis en plus, c'était aussi à toi la parole, puis on va donner un petit peu la parole aux hommes quand même. Hein. Et Oui. après, je passerai la petite intro de Jacques Baudreau, parce que vous allez voir qu'avec la stomie, monsieur fait tout. Cyril. Alors, moi j'ai une petite remarque par rapport à ce qui a été dit. La stomie, il y a une problématique. Alors, je vais peut-être en choquer certains sur les propos que je vais dire, mais ne le prenez pas mal. La stomie, c'est un handicap, et comme 86% des handicaps, c'est un handicap invisible. Donc c'est sûr que quand on va dans une rencontre, typiquement on rencontre quelqu'un dans un bar, ça va être beaucoup plus difficile d'en parler. Alors que si j'avais eu un handicap, par exemple, de mobilité, si j'arrivais dans un fauteuil roulant, la personne, elle le voyait de suite. Donc l'approche, il n'avait pas du tout envie de me voir, il venait pas me voir, peu importe. Là, il ne sait pas, on est sur du handicap invisible. Et du coup, je pense que c'est toute la difficulté, qui est sociétale, mais qui est aussi dans notre relation intime et tout, qu'il faut prendre en compte. Et justement, du coup, je me pose la question, est-ce qu'à un moment, est-ce qu'il y a un moment idéal? Est-ce qu'il faut le faire dès le début? Est-ce qu'il faut le faire quand on se reconstruit? Ou il faut aller voir et il faut un accompagnement psychologique, un accompagnement avec
sexothérapeute avec sexologue. Excusez-moi les professionnels, je fais exprès de mélanger tous les mots, comme ça on va pouvoir bien les repositionner et bien les redéfinir en fonction de quoi on a besoin, à quel moment, par rapport à quelle réaction on a, psychologique, mécanique ou autre. Donc, quand je dis mécanique, c'est aussi bien pour les hommes, hein, érection, ou pour les femmes, sécheresse, douleur. Voilà. Et du coup, voilà, c'était mes réactions vis-à-vis des deux témoignages, des deux, trois témoignages qu'il y a eu derrière. Alors, je vais compléter les stomies pour vous. Est-ce que c'est un handicap invisible ou un handicap caché? Parce que aller chercher la définition du handicap invisible, on est plus dans le cognitif, dans le sensoriel, que nous, on se déshabille, qu'on soit homme-femme, on se déshabille, on le voit direct. On ne peut pas se le cacher. Donc, à chacun de faire sa définition, c'est libre à vous. Alice, Muriel, alors sexologue, sexothérapeute, quelle est la différence? Psycho, est-ce que c'est bien de combiner psycho-sexo? C'est un petit peu l'analyse de la question de Cyril. Muriel? Alors, je vais vous donner ma lecture à moi, sachant que même nous, dans notre profession, on ne s'entend pas entre nous. D'accord? Donc, on va essayer de faire bref. Pour moi, la sexologie, c'est une spécialisation. C'est l'étude des comportements sexuels humains. Quand on est sexologue, c'est le titre général. Si je fais de la formation aux équipes soignantes, je suis la sexologue qui vient former. Je suis formatrice à ce moment-là en santé sexuelle. Si je reçois des patients en consultation et que j'enclenche une thérapie, je suis sexothérapeute. D'accord? Donc voilà, il y a si je fais de la recherche comme sexologue, je suis chercheur en sexologie, mais c'est encore le sexologue qui fonctionne. Okay? Donc on peut être sexologue et puis enseigner, faire de la recherche, faire de la formation ou faire de la sexothérapie. À ce moment-là, on est acteur comme sexothérapeute. D'accord. Et alors, Alice, qu'est-ce que vous en pensez de cela? Alors ça, c'est vrai, c'est un grand débat. Alors aussi, quand on dit, entre guillemets, quand il y a le log, ça, sexologue, psychologue, on parle aussi des fois plus de tout ce qui est médecine. C'est-à-dire que, par exemple, moi, en tant que sexothérapeute, je ne peux pas faire de prescription, je ne vais pas faire d'examen corporel. Vous voyez, on n'est que dans la sexothérapie, donc on est comme dans la psychothérapie. On est dans l'esprit, on est dans le travail avec le travail de l'esprit. On va proposer des exercices, mais moi, je ne fais pas de consultation physique dans mon cabinet. Il n'y a pas d'exercice en direct live dans le cabinet non plus. Voilà, on est dans de la thérapie, donc on est dans l'explication et on est dans l'explication des troubles sexuels ou des difficultés sexuelles qu'il peut y avoir. D'accord. Si je peux me permettre, je ne suis pas certaine finalement que ce soit très important pour le grand public. Parce que le psychologue, il ne fait pas d'examen, il ne prescrit pas non plus, il a quand même le log dans sa spécialité. Et la sexologie n'appartient pas aux médecins. D'ailleurs, les sexologues aujourd'hui sont 2/3 non médecins. Il y a 25 ans en arrière, c'était l'inverse. Aujourd'hui, ça a complètement basculé. On est 2/3 de non médecins et on est 2/3 de femmes. Ce qui me semble important pour les patients, c'est juste de comprendre que la sexologie française, c'est une spécialisation qui vient se rajouter à une pratique médicale ou paramédicale. En fait, vous allez avoir devant vous des psychosexologues, des kinésexologues, des infirmières sexologues, des sages-femmes sexologues, des médecins généralistes sexologues, des gynécologues sexologues, des urologues sexologues. Il y en a qui vont donc avoir une approche plus médicale de la sexologie parce qu'ils sont médecins. Il y en a qui vont avoir une approche plus psy de la sexologie. Donc, je pense qu'il faut peut-être juste regarder quelle est la formation initiale du sexologue ou du sexothérapeute, peu importe, parce que ça vous donne déjà un peu une lecture de est-ce qu'il va venir vous accompagner avec plutôt des conseils médicaux. Je vais donner un exemple. Il y a des pannes d'érection. Vous ne savez pas si c'est lié à la chirurgie que vous venez d'avoir, vous ne savez pas si c'est lié au traitement médicamenteux que vous prenez, vous ne savez pas si c'est psychologique, et puis parce qu'effectivement, il y a une altération de l'image corporelle, parce qu'il y a des peurs maintenant qui s'enclenchent.
Et donc, ben, en fonction, est-ce que ça va être organique, ou est-ce que ça va être psychologique, ou est-ce que ça va être mixte, ça appartient pas à la même prise en charge sexologique. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué pour les patients en France de s'y retrouver. Mais sachez qu'entre nous, on travaille en réseau et que quand on considère que c'est pas de notre sort, en tant que psychosexologue ou en tant que médecin sexologue, on va passer le relais à nos confrères ou à nos consoeurs. Donc, de toute façon, il y aura une bonne prise en charge à un moment donné. Merci beaucoup. Alice, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Et Elodie, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Parce que je sais que à l'Institut, vous avez mis en place justement un parcours. Donc, Alice, vous voulez rajouter un petit peu? Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à une réflexion de Cyril, justement tout à l'heure, enfin une réflexion, est-ce qu'il y avait plus de problématiques pour les femmes ou pour les hommes? Ou si on pouvait «genrer» entre guillemets le problème. En fait non, la problématique, elle se pose que ça soit un homme ou une femme qui ait une stomie, mais la relation n'est pas tout à fait enfin n'est pas souvent la même. Ce qui se passe, c'est que quand c'est une femme qui a une stomie, c'est souvent une femme qui a appelé. Quand c'est l'homme qui a la stomie, c'est sa femme qui va appeler aussi. Dans ce cadre-là, moi, j'ai plutôt eu ça. Après, quand c'est des problèmes de couple, de sexualité que de couple, j'ai beaucoup plus d'hommes qui m'appellent. Par contre, parce qu'eux, ils veulent vraiment régler le problème de sexualité dans leur couple, en partant du principe que le problème ne vient pas d'eux, bien sûr. Mais voilà, quand c'est des problèmes de stomie, en général, c'est les femmes qui appellent plus souvent et c'est pas tout à fait l'homme. L'homme a tout de suite très peur, en fait. La femme, ça va être dans le rapport à elle, dans le rapport à la féminité, mais à tout son corps, en fait, à tout son être. Et les hommes, moi, ce que j'ai eu, ça a tout de suite été l'érection. La peur bleue de perdre son érection, il y avait que ce mot-là. Et du coup, ce qu'on a fait dans les thérapies, c'est que je leur ai demandé de ne plus penser à l'érection. Et on a travaillé du coup toute la sexualité en dehors de la pénétration. Pendant un temps, le temps que justement le doute et les craintes s'en aillent en fait tranquillement. Et en fait, ça a permis de redévelopper leur sexualité sans être focus sur la pénétration et donc leur problème potentiel d'érection. Voilà ce que je pouvais rajouter. Merci beaucoup, vraiment. Elodie, tu veux compléter? Bah, moi, je rejoins un peu, enfin, je rejoins. Je trouve qu'en effet, c'est pas toujours facile de savoir, de connaître la différence entre un sexothérapeute et un sexologue. Et puis, quand on veut voir un sexologue, quel type de sexologue? Parce que on est différent en fonction, du métier qu'on fait, initialement. Donc, on n'abordera pas, la sexologie, et la sexualité de la même manière. Mais, je rejoins du coup pas mal, ce qu'a dit Muriel. Après, nous, c'est vrai que, ben, on a aussi ces discussions en interne parce que, à l'Institut Curie, on a de la chance de pouvoir avoir, un médecin oncosexologue, une sexologue infirmière qui fait beaucoup, d'éducation thérapeutique, une, psychologue sexologue, enfin même 2 puisqu'il y en a sur chaque site, et puis notre consultation où du coup il y a ma collègue, kiné qui est en cours de formation. Donc l'idée, c'est après de pouvoir essayer de rediriger les patients, vers le professionnel adapté. Parfois, en fait, c'est bien parce qu'en fait, on est tous complémentaires dans ce qu'on fait auprès des patients. Donc, bah, l'approche fonctionnelle, soins, habitudes de vie dans la consultation qu'on propose avec ma collègue, ça va être, adapté pour à un certain moment et puis finalement, il y a des problématiques un peu plus compliquées qui vont demander d'aller un peu plus loin ou pas nécessairement plus compliquées, mais juste autres. Et à ce moment-là, bah, ça va être plutôt, notre collègue qui fait de l'éducation thérapeutique ou la psychologue qui va être adaptée. S'il y a besoin d'une prescription pour des troubles érectiles, c'est vrai que même nous, parfois, c'est pas toujours très simple. C'est pour ça que c'est important de discuter, je pense, entre professionnels, d'essayer de discuter au maximum avec, les patients. Et là où moi, en tant que professionnelle, mais peut-être que, vous patients, vous pourrez me dire, ce qui est plus difficile, c'est aussi, parfois d'amener, mais c'est comme quand on conseille de rencontrer un psychologue, bah, de, conseiller de rencontrer un sexologue, c'est pas toujours, bien pris, si je peux me permettre cette expression, parce que, bah, je pense qu'on se fait une idée de ce qu'est un sexologue. Parfois, on ne se rend pas compte tout de suite, même si on nous l'explique, qu'il y a tellement de choses imbriquées les unes dans les autres que c'est important de prendre les ressources qu'on nous propose. Et on a la chance d'avoir ces consultations qui sont accessibles et remboursées et donc du coup, qui ne demandent pas forcément,
d'avoir des moyens pour pouvoir assister à ces consultations. Et du coup, il y a parfois des premiers refus parce que je pense que le mot fait peur quand même auprès des patients. Après, j'attends vos retours pour que vous me disiez, vous, comment il faudrait l'aborder au mieux pour vous expliquer l'intérêt que ça pourrait avoir ou non, hein, parce que peut-être qu'on n'a pas toutes les réponses non plus, quoi. L'idée aussi, je pense, c'est vraiment d'être en collaboration, quoi. On a beau être soignant, c'est pas nous, hein, qui faisons le job, jamais d'ailleurs. Nous, on est juste là pour être des supports à un moment donné. Et du coup, on avance un peu ensemble, quoi, je trouve. Merci beaucoup, Élodie. C'est vrai que soignants et soignés, avancer ensemble, c'est indispensable. Et Est-ce si tu me permets, Myriam, pour répondre justement à Elodie, enfin, pour rebondir sur ce qu'a dit Elodie, est-ce que par rapport à la stomie pure, je ne vais pas parler de sexualité, mais la stomie pure, justement, puisqu'on parlait des hommes et des femmes, quelle est l'approche d'un homme avec une stomie, donc c'est lui qui a la stomie, et une femme avec la stomie? Est-ce que c'est comme on voit tout le temps, c'est la femme qui est beaucoup plus à l'aise avec la santé, on va dire, et sa stomie, et l'homme, il fait vraiment un refus global, ou c'est pas si systématique que ça? Franchement, je trouve que de manière générale, c'est pas si systématique que ça, qu'il y a aussi beaucoup de dynamiques de couple. Et donc, du coup, dans des couples, que ce soit l'homme ou la femme, il y a aussi le partenaire qui va vite se retrouver parfois gérant de tout ce qui va être matériel, etc., comme un peu une reprise de contrôle de la situation. Donc, il va devenir un peu le gestionnaire de l'astomie. Et c'est en ça où parfois la relation dans le couple, en tout cas, peut être un peu plus compliquée, je pense. Enfin, un peu différente, les rôles changent, quoi. Mm. Après, non, je trouve que globalement, c'est pareil, ça sera peut-être pas verbalisé de la même manière pour les mêmes craintes au départ, mais je trouve que maintenant, en tout cas, c'est assez identique, hein. Comment est-ce que je peux faire pour aller à la piscine, pour que ça se voit pas trop, pour mes activités sportives, pour ma musique, etc. J'ai pas la sensation de voir vraiment un clivage. Peut-être que les choses sont pas abordées en même temps, par contre. Dans la temporalité des choses, il y a peut-être un travail un peu différent. Peut-être que les femmes, je dirais, verbalisent beaucoup de choses très vite Mm. et les hommes peut-être un peu à distance. Mais que globalement, dans les infodonnées et les inquiétudes, c'est assez équivalent, je trouve, Mais de du mon coup, expérience. ça rebondit pour une question justement pour Muriel et Alice. Est-ce que le fait que l'amant ou l'amante se transforme en infirmière ou en infirmière n'impacte pas la vie intime et sexuelle? Alors, Muriel et Alice après. Moi, j'ai envie de dire clairement, ouais, très très souvent dans toutes les maladies chroniques, on le voit quand il y a le partenaire qui se transforme avec toute la bienveillance, hein, et l'amour qui est là, qui est sous-jacente. Mais effectivement, le fait de devenir un peu l'infirmier ou l'infirmière, le risque, c'est que ça désérotise la relation. Et après, l'image qu'on a l'un de l'autre est complètement faussée. Et une piste de travail à faire quand on reçoit aussi le couple, c'est comment est-ce qu'on peut leur permettre de réérotiser leur relation, de se repositionner l'un face à l'autre comme amant, comme amante, de regarder. Il y a effectivement un peu le deuil de la sexualité d'avant la maladie, d'avant la chirurgie et modifications corporelles. Et puis du coup, comme disait très bien Alice tout à l'heure, quelle sexualité on peut maintenant essayer d'explorer ensemble en identifiant les possibles. Qu'est-ce qu'on a comme possibilité? Qu'est-ce qu'on peut encore faire? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui qu'on n'aurait pas fait avant si on n'avait pas été confronté à ça? Et c'est une sexualité qu'on peut faire évoluer. Donc, il y a plein de possibilités. Ça signe absolument pas l'arrêt d'une vie sexuelle. Et on n'en a pas parlé jusque-là, mais quand on est en phase de célibat, on n'est pas obligé non plus d'attendre de rencontrer un partenaire pour reprendre possession de sa sexualité. Gwendoline, tout à l'heure, qui parlait de la pénétration en disant est-ce que c'est possible, est-ce que ça va rentrer à nouveau? Ben, c'est des choses qu'on peut déjà explorer avec soi-même, par les caresses sexuelles, par la masturbation, avec les sextoys et des choses comme ça, qui permettent déjà de reprendre contact avec sa sexualité, de retrouver un peu de confiance ou d'assurance en soi, pour après peut-être un peu plus facilement aller vers l'autre.
Merci beaucoup d'avoir ouvert comme cela. Gwendoline, je te laisse, voilà, Alice, ce sera juste après. Gwendoline, vas-y. Oui, je rebondis là sur ce qui vient d'être dit. Alors effectivement, il n'y a pas que la pénétration. Je sais qu'il y a tous les préliminaires. Moi, la pénétration, c'est quelque chose qui me fait énormément de peur. Parce qu'au-delà de ça, en fait, on m'a enlevé 1 centimètre de vagin par rapport aux lésions endométriose. Donc voilà, ça fait plus d'1 an aussi qu'il n'y a rien qui est passé. Donc il y a cette appréhension-là d'avoir mal. Le fait aussi que en bas, c'est clôturé au niveau de l'anus avec la cicatrisation du périnée qui reste délicat. Moi, je sais que j'ai des complications. Les sutures ont lâché en janvier. Donc j'ai perdu de la lymphe pendant un bon moment. Là, ça doit faire un mois et demi que j'en perds plus. Mais ça fait toujours peur. En fait, c'est des choses qui sont hyper compliquées à aborder parce que, en fait, en gros, il faut annoncer à notre partenaire le jour où on a des rapports, que ça soit avec pénétration ou non. Déjà, il faut déjà que nous, on arrive à être bien avec notre corps entre les cicatrices, la poche, lui amener ça. Et en plus, je veux dire, alors, pour ma part, qu'au niveau de la sexualité, ça fait 1 an que je n'ai pas eu de rapport avec pénétration et il faut qu'il fasse attention, qu'il soit pas, comme disait mon gynécologue, qu'il soit pas bourrin. C'est pour ça qu'il faut quelqu'un qui soit à l'écoute, respectueux et bienveillant, c'est important. Et c'est vrai que ça me fait peur parce que j'ai peur que mon périnée, il lâche. C'est plein de petites choses comme ça. La stomie, comme le disait Benoît en message, c'est la peur de la fuite aussi. Même au niveau des préliminaires, enfin, j'ai pas de tabou, mais par exemple, un homme qui va venir faire un cunnilingus, il y a toujours cette appréhension. Je sais que ça m'est arrivé pendant ma stomie provisoire. J'ai fréquenté 2 hommes et il y en a un, il était pompier volontaire, donc je pense aussi qu'il était vachement ouvert d'esprit à ce niveau-là. Lui, ça lui posait aucun problème. Au contraire, il me disait que j'étais une jolie femme. Il a tout fait pour me rassurer. Mais j'avoue que ça a été hyper compliqué de sentir cette poche et de se dire qu'il a la tête à ce niveau-là et qu'à tout moment, il peut y avoir une fuite. Lui, il ne sait pas à quoi ça ressemble, il ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Mais moi, le fait de savoir ce qu'il y a en dessous, j'arrivais pas à me libérer l'esprit, c'était très compliqué. Et au-delà de ça, j'ai remarqué, pareil, dès que... Enfin, j'ai eu du mal à prendre du plaisir, même avec la 2e personne que j'ai fréquentée. Ça a été très compliqué. On va dire, depuis, j'ai réussi à reprendre du plaisir toute seule. Voilà, encore une fois, j'ai pas de tabou. J'ai un sextoy, voilà. Et du coup, j'ai commencé à me redécouvrir ma sexualité avec ça. Et j'avoue que ça fait du bien. Parce qu'au début, je m'inquiétais beaucoup. Je ressentais plus grand-chose. Donc, j'ai eu peur parce que j'ai eu cette opération quand même. Je me suis dit, entre les anesthésies, est-ce qu'ils ont touché, il y a des nerfs qui ont été touchés ou autre. Je me suis dit, mais je vais plus avoir d'orgasme de ma vie. Et finalement, il a fallu du temps, mais petit à petit, je me suis retrouvée. Mais par exemple, c'est un sextoy, c'est pas un god. Donc, j'ose pas, même moi, par moi-même, j'ose pas la pénétration parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est à nouveau l'inconnu et que ça me fait peur. Mais, et aussi, il y a une chose qui a été très dure, c'est que la première fois que j'ai eu un orgasme, donc seule, c'est que quand forcément on a un orgasme, on contracte toute la ceinture abdominale, le corps se contracte. Sauf que moi, j'ai eu 4 laparotomies et ça fait 2 semaines que j'ai commencé la rééducation abdominale. Donc, autant vous dire que le moindre truc, je sens mes abdos que je n'ai plus vraiment. Et ce qui fait que quand j'ai un orgasme, je sens ça tire énormément, mais ça tire énormément surtout au niveau de la stomie, c'est-à-dire vraiment autour de l'intestin, en fait. Et franchement, c'était pas agréable. Donc, au début, j'essayais de trouver des techniques. Au moment de l'orgasme, je mettais ma main et j'appuyais un peu sur ma stomie, sur la poche, et ça permettait un peu de soulager ce côté désagréable. Et là, dernièrement, à 2 reprises, ça me l'a plus fait. J'ai réussi à passer au-dessus, outre ce côté désagréable et à ne plus le ressentir. Mais franchement, c'est hyper complexe et au niveau des rencontres, tout à l'heure, on parlait, pour vous faire part un peu de mon témoignage, j'ai eu plusieurs cas sur les sites de rencontres. J'en ai eu 2 à qui je leur ai annoncé au téléphone. On a passé des heures au téléphone et de fil en aiguille, forcément, à un moment donné, pourquoi ça fait 1 an que tu es en arrêt, j'ai eu cette opération, mais pourquoi tu as eu cette opération? Et de fil en aiguille, voilà, à un moment donné, on en arrive au sujet. Donc, il y en a un qui
qu'il a mal pris, mais en mode qui a pris peur parce qu'il avait sa relation précédente qui avait eu des problèmes de santé, qui ne voulait pas retourner là-dedans, même si je lui ai fait comprendre que ça me concernait que moi et mon corps, que c'était pas mon médecin, que c'était pas mon infirmier ou quoi que ce soit. Ma stomie, c'est moi qui m'en occupe et personne d'autre. Mais voilà, on ne peut pas forcer quelqu'un. Une autre personne, il me dit au téléphone, mais tu te rends compte, ce que tu m'annonces, c'est hyper violent. Mais c'était quelqu'un qui avait tendance, au fil de la conversation, à être un petit peu macho et tout. Et de la façon dont il l'a dit, c'était pas très bienveillant. Et je lui dis, mais tu te rends compte de tes propos, s'il y a bien pour une personne pour qui c'est violent, c'est bien moi, déjà, premièrement. Mais j'entends ce que tu me dis. Et là, j'ai parlé avec un jeune homme là il y a quelques jours. Et en fait, je lui ai dit texto, en fait, de fil en aiguille, je lui ai dit texto. Je me suis dit, en fait, je me prends plus la tête, comme me disent mes copines. Bah écoute, Gwen, tu sais quoi, ça sera un filtre à connard. Ça permettrait de faire désolée pour la vulgarité, mais ça permettrait de faire du tri. Et je me suis dit, bon, de toute façon, je suis sur un site de rencontre, il y a vraiment de tout. J'ai rien à perdre. Donc, du coup, bah, je lui ai dit. Et en fait, j'ai trouvé une façon maintenant de comment l'amener. C'est qu'en fait, en gros, quand on me demande pourquoi j'ai eu des opérations, machin, je dis qu'il y a eu des conséquences. Quand on me demande quelles conséquences, je dis bah voilà, j'ai eu 2 organes en moins, j'ai plus de côlon, j'ai plus de rectum. Et là, je dis oui, je sais, tu vas certainement te poser des questions. N'hésite pas à me les poser, j'ai pas de tabou. Voilà, j'y répondrai, il n'y a pas de problème. Et donc, quand on me pose des questions, bah, j'y réponds. Et en fait, je dis tout simplement qu'en fait, j'ai une poche sur le ventre et qu'on a dévié mon intestin grêle au niveau de l'abdomen. Mais je précise surtout qu'aujourd'hui, c'est, on va dire que, en fait, je précise surtout, et ça, je sais que ça a un impact important. Je dis avant tout, en fait, c'est grâce à ces poches que je suis en train de te parler. Sinon, clairement, je ne serais pas là en train de te parler. Je serais entre 4 planches alors qu'il est. Alors, je sais que c'est violent, mes propos, mais généralement, le fait de dire ça, bah, la personne se rend compte de l'importance et que ça ne change pas, en fait, la personne. Là, par exemple, dernièrement, voilà, on m'a dit, mais en fait, tu es ultra forte dans ce que tu vis, ça doit pas être facile, franchement, c'est super parce que tu gardes le sourire, enfin, tu vas de l'avant, je sais pas comment tu fais, enfin, souvent, voilà, j'ai des retours comme ça. Et du coup, bah, cette personne, voilà, m'a dit que non, au contraire, ça la dérangeait pas du tout, qu'elle était ouverte d'esprit, donc bah, tant mieux. Donc voilà, et là, à contrario, une autre personne, parce que sur les sites de rencontres, voilà, on a plusieurs conversations, le temps d'avoir un bon feeling. Et j'ai une autre personne, à contrario, j'en ai parlé. Et effectivement, il avait beaucoup de questions. Et en fait, il me dit, ah, il s'en est voulu, en fait, il a culpabilisé. Il me dit, oui, c'est de la curiosité mal placée. Je suis désolée, franchement, ça doit être encore hyper douloureux pour toi. Et donc, ultra respectueux, du coup, bienveillant. Et je lui ai dit, non, non, absolument pas, ça me pose pas de problème d'en parler. Si tu as des questions, pose-les. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont avoir peur de poser les questions. Parce que quand on ne sait pas ce que c'est une stomie, clairement, et qu'on leur commence à leur expliquer, ils se posent plein de questions sur divers sujets, quoi. Donc voilà, enfin moi pour mon témoignage, un petit peu mes expériences, on va dire, que j'ai eues récemment. Merci beaucoup pour ton authenticité parce que vraiment, un grand merci, Gwen. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Parce que Cyril, tu peux amener aussi tout le travail que vous avez fait en sexo-estomie. Et il y a Benoît qui dit quelque chose de très beau aussi. On passe du contact des mains médicales au même plaisir. On n'est plus, voilà. Ça, merci pour les témoignages qui sont au fil de la discussion. Ouais, Si, les témoignages sont très très forts. Tout à l'heure, justement, je parlais aussi du couple amant et soignant, et ça a été exposé. C'est vraiment très très bien. La question que tu viens de me poser, ben moi, je le gardais pour la fin, ce qu'on avait déjà fait. Par contre, il y avait pas quelque chose de Jacques que tu devais nous montrer? On n'a toujours pas vu? mais parce que je voulais savoir si tu voulais prendre la parole maintenant. Alors, Jacques Baudreau, c'est quelqu'un de formidable. Québec. C'est un pont qu'on a lancé franco-québécois ou québécois-France. C'est plus difficile à dire dans l'autre sens, donc désolé, hein, Jacques. Il y a 3 années, Et, euh, et franchement, quelque chose de magnifique. Et 50 secondes de son témoignage, nous allons partager.
Donc, vous devez la voir. Maintenant, il va arriver. Merci à toi, Jacques, de partager cela. Oui, mon nom, c'est Jacques Baudreau. Je suis président de l'association Richelieu-Yamaska à Saint-Hyacinthe et je suis stomisé depuis 48 ans maintenant. Il y a plein d'informations que j'aimerais qu'ils sortent d'un documentaire comme ça. Est-ce qu'on est capable de se baigner? Est-ce qu'on est capable de retourner au travail? Tous les petits trucs, comment faire pour se sécuriser avec l'appareillage, pour venir en aide et donner de l'espoir à des gens qui ont à vivre la même chirurgie que nous il y a plusieurs années. Et les personnes qui sont eux-mêmes stomisées, qui sont les mieux placées pour répondre à d'autres personnes qui vont vivre un diagnostic semblable. Voilà. Vous pouvez retrouver ce petit partage vidéo. Donc, c'est une vidéo. Jacques, j'aimerais que ce soit toi qui prennes la parole si ta voix te le permet. Oui, j'espère que vous allez bien entendre mon langage, malgré l'extinction de voix. Oui, c'est une vidéo qu'on a faite qui dure 17 minutes avec des stomisés de tous les âges. Vous avez vu la petite fille, il y a 2 semaines, elle avait sa stomie. Elle l'a eu pendant 8 mois, puis après ça, elle a été reconnectée. Il y a eu le petit gars là, qui savait plus ou moins le tour de patiner. Il a 13 ans, qui a sa stomie. Après ça, une jeune fille de 20 ans, une mère de famille avec les 3 enfants. Elle a eu sa stomie à 19 ans. Son mari a très bien accepté ça parce qu'elle était plus malade. Puis il voulait la voir en santé, même si elle avait une stomie. Il y a plusieurs messages. Et puis, cette vidéo-là, elle a été réalisée suite à une demande d'une stomothérapeute ici d'un hôpital important au Québec. Et elle me disait, Jacques, fais donc une vidéo dont tu vas faire parler des gens de tous les âges. Comment les gens voient ça différemment à différents âges. Fait qu'on a réalisé ça et on calcule que c'est un succès parce qu'il y a déjà à peu près 10 000 vues là, sur cette vidéo-là. Fait que ça fonctionne très bien. Puis il y en a d'autres aussi sur notre site, là. Fait que voilà, c'était le début de cette vidéo-là. C'était l'objectif de faire parler des stomisés de tous les âges. Donc, on peut vous fournir le lien, vous transférer le lien directement sur votre site internet. Hein. Vous pourrez la visionner si je ne me Oui, trompe pas, Jacques. Et c'est ça. on peut, dans un petit moment, sur notre site internet de l'Union, on va dire, parce qu'on partage énormément de documents. Pardon, excusez-moi. Cyril, y a-t-il encore des questions? Non, il n'y a Dis-moi. pas vraiment de questions. C'est parce qu'il y a des gens qui commencent à devoir partir parce que d'autres activités, donc qui nous remercient énormément, qui remercient tous Tout les à fait. intervenants et tout ça. Et mais là, il n'y a pas de. Il n'y a Euh, pas de question. Par contre, il y a eu du positif, hein. Là, genre, il y a le message de Benoît qui dit qu'il a fait une formation ETP pour aller dans ce sens-là, pour aider. Enfin, ce que vient de raconter, ce que vient de dire Jacques. Et ce que je vais aussi dire un petit peu sur notre action après. Mais on laisse voir s'il y a encore des réactions avant. Tout à fait. Alice, Muriel, nous laissons le témoignage de Cyril maintenant et puis après vous clôturez avec Elodie un petit peu cette conférence parce que ce sera, et bien sûr, Corinne, Gwendoline, Yasmine, si vous voulez aussi compléter. La parole est ouverte. Cyril, ben, à toi un petit peu. Ouais, alors moi, ça va être très court. Je regarde juste comment je partage. T'as le Alors, partage d'écran. ouais, normalement, je sais. Je trouve plus le bouton partager. C'est juste ça. Et il est passé où? Il est désactivé. Ah, partage d'écran. Il est tellement vert qu'on ne le voit plus. Hop, 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 c'est l'écran 2. Donc voilà, hop. Là, vous devriez voir. Donc, c'était vous rappeler pourquoi on était là. J'espère que tout le monde a participé au Super Stone Challenge, hein, proposé par l'Union et que vous avez envoyé vos dessins, vos photos, etc. On saura ça très bientôt. Ce que je voulais dire, c'est... Hop, pardon.
Voilà, par rapport à ce qui a été dit, nous, comme Jacques, nous, il y a quelques années, avec mon réseau cancer colorectal, on a décidé de faire 17 petites vidéos. Ça s'appelle Ma vie avec la stomie, dans lesquelles vous retrouverez Elodie, qui a témoigné, dans lesquelles vous retrouverez Corinne, qui a témoigné, et beaucoup d'autres personnes. Et c'est un petit peu comme Martine à la plage, Martine en ville, mais là, c'est ma stomie à la plage, ma stomie en ville, etc. Et il y avait l'épisode 15 qui justement est sur la vie intime et sexuelle. Et on a une approche très intéressante justement d'hommes et de femmes, plus ou moins jeunes, plus ou moins vieux, qui témoignent. Et c'est vraiment c'est plein de tendresse, c'est plein de positivisme et d'encouragement pour les gens qui viennent d'avoir une stomie et qui ont l'impression que les deux bras vont leur tomber et que c'est foutu. Et franchement, en les écoutant, en plus il y a deux, comment dire, il y a deux influenceuses très connues des réseaux sociaux qui sont dedans et ça donne vraiment envie. Et là, on se dit, non, mais c'est bon quoi. En fait, avec une stomie, j'ai une vie normale. Et ça, c'est très très bien, c'est du positif. Et c'est exactement ce que Jacques a présenté là dans le court extrait de sa vidéo. On va dans le même sens. Toujours sur la partie. Et oui, donc tout ça est disponible sur YouTube et je vous ai mis en haut donc l'identifiant YouTube de la chose. On pourra vous le mettre dans le lien. Hop, tiens, j'ai pas dans le bon sens. Donc on va dans l'autre sens, voilà. Dans le même ordre d'idées, on avait monté avec mon réseau cancer colorectal, donc une des filiales de Patients en réseau. Je suis, pour ceux qui ne me connaissent pas, co-responsable de mon réseau cancer colorectal. On a décidé de monter une enquête sur la vie sexuelle et intime avec un cancer colorectal. Cette enquête a très très bien marché. Du coup, on l'a déclinée sur les 4 autres réseaux de patients en réseau qui sont mon réseau cancer du sein, mon réseau cancer gynéco et mon réseau cancer du poumon. Vu que là, aujourd'hui, on parle de stomie, je ne vous parle que donc des résultats de l'enquête sur le colorectal et sur le gynéco. Ces enquêtes sont aussi disponibles gratuitement. Je vous ai mis l'adresse sur notre réseau. Et en fait, de quoi on s'aperçoit? Donc en fait, bon d'abord, tout le monde n'était pas stomisé quand ils ont répondu à l'enquête. Sur la colonne de gauche ici, vous avez sur l'enquête purement colorectale et dans le carré rectangle mauve, c'est sur les 4 réseaux, sein, poumon, gynéco, colorectal. Euh, on se rend compte que finalement, il y a quand même 18% de personnes qui ont des stomies définitives. Et quoi qu'il se passe avec un cancer colorectal, mais ceci dit, c'est vrai aussi avec une stomie, pas forcément un cancer, on sait qu'il y a la capacité à ressentir du plaisir est impactée et à ressentir une excitation est impactée. Et l'envie de faire l'amour est impactée. Et ça, pourquoi? Parce que certes, il y a des troubles de l'excitation, mais il y a aussi le regard de soi sur son propre corps et le regard de l'autre sur son propre corps. Et du coup, ça va impacter dans la relation. Il a été dit, et d'ailleurs, cette enquête, au début, on a eu du mal à la soumettre parce que on avait décidé à mon réseau cancer colorectal et les autres de ne pas ne parler que de pénétration. On a parlé de caresses, on a parlé de masturbation, on a parlé de sexe oral, on a parlé de sexe anal. Et là, il y a beaucoup de spécialistes de chirurgiens, sexologues, sexothérapeutes et autres qui m'ont dit, mais vous allez vous faire laminer en posant des questions comme ça. Mais au moins, on est sorti un petit peu du classique pénétration. Et en fait, ça a très très bien marché puisque Colette Casimir, ma collègue co, euh, co-responsable du réseau Colorectal avec moi, a obtenu le premier prix poster à un congrès international de sexo avec ces résultats-là. Donc ça marche. Et c'est ça qu'on a voulu montrer. En fait, il va falloir se réinventer une sexualité. C'est plus de pénétration, c'est plus de pénétration. En plus, qui dit stomie digestive dit peut-être, voilà, comme ça a été dit par Gwendoline, hop, on ferme tout ça en bas. Donc, voilà, il faut peut-être tout réinventer aussi. Et c'est ça qui est important. Comme d'habitude, on a surtout des femmes qui ont répondu. Les hommes, ils sont un petit peu coincés pour répondre à ce genre de choses. On a eu quand même pas mal de réponses sur si on prend le gynéco plus que le colorectal, donc qui peuvent avoir des stomies. Finalement, on est quasiment sur la moitié. Et en fait, ce qu'on voit, voilà, la problématique, bon, mis à part les douleurs, mis à part les cicatrices et tout ça, c'est la perte et l'estime de soi qui est négative. On a un chiffre de quand même 49%, donc ce qui est quand même énorme. Et en fait, c'est ça. Il y en a beaucoup sur soi-même. Donc il faut se reconstruire seul, se reconstruire en couple et réinventer une sexualité. Donc,
Et pour finir, parce qu'on va bientôt finir, on ne saurait vous quitter sans annoncer notre prochain événement. Jacques en a un petit peu parlé, Myriam va sûrement parler. Le 3 octobre, c'est la journée mondiale de l'astomie. Là, c'est la journée nationale, mais le 3 octobre, et c'est une initiative américaine qui a lieu tous les 3 ans. La World Ostomy Day, c'est tous les 3 ans. Mais comme nous, on s'est dit, c'est bête, tous les 3 ans, on se voit que tous les 3 ans, on a décidé de la faire tous les ans. Et c'est la journée des stomisés sans frontières, dont le site et les informations sont posées sur le site web de Jacques, et vous trouverez très bientôt les informations. Et cette année, le 3 octobre, ça tombe un jeudi. Voilà, je te redonne la parole. Myriam, t'as pas ton micro. Excusez-moi. C'est pour aussi faire qu'on parle stomie de janvier à décembre. Comme ça, au moins, on lève les tabous comme on est en train de les lever cet après-midi, disons ce soir. C'est vrai que 18h53, mine de rien. Donc, est-ce qu'il y a quelques petites dernières questions avant de clore? D'accord. Ben, merci beaucoup pour vos témoignages sur le fil de discussion. Parce que elles sont, voilà, par exemple, je vais lire ce témoignage. C'est merci à tous pour toutes vos interventions très intéressantes et très sincères, sans tabou. Bonne soirée à tous et à très bientôt pour d'autres sujets. Les sujets ne manquent pas, croyez-nous. Et d'ailleurs, on fait appel à vous parce qu'on ne va pas réfléchir que nous seuls. Donc, vous avez un sujet que vous aimez, que vous aimeriez amener en discussion, en partage, n'hésitez pas. On est, voilà, on est à votre écoute, on est là et on trouve toujours, disons, on a la chance d'avoir à nos côtés des intervenants et des intervenantes extraordinaires. Alors ça, c'est pour clore et passer la parole, justement. Muriel, Alice, Élodie, c'est à vous de clôturer cet événement. Muriel? Eh ben, écoutez, moi, très rapidement, j'ai juste envie de finir en disant qu'il faut oser en parler, que ça arrête d'être un tabou, que vous en parliez avec le partenaire, que vous en parliez avec les équipes soignantes, que les équipes soignantes soient capables de vous poser la question, que vous osez en parler avec les associations de patients, vous le voyez, qui sont super actives et qui travaillent en réseau et qui ont plein d'informations à vous transmettre. Voilà, pour moi, on est à ce niveau-là, hein. C'est la clé principale. Premier pilier, c'est la communication. Voilà. Merci beaucoup, Muriel. Alice. Et après, Elodie, on donnera la parole aussi pour finir à Corinne pour savoir ce qu'elle en a pensé quand même et le message que tu veux faire passer. Voilà. Alice. Oui, mais c'est ça, oser en parler, oser, on en parlera, et plus ça s'assit, et puis les patients en parleront, et puis les soignants lèveront aussi leurs propres tabous, parce que finalement, qui a le plus de tabous dans cette problématique? Des fois, on se pose la question. Et après, ne surtout pas rester seul en fait avec sa problématique. En effet, il y a plein d'associations, il y a plein de personnes qui peuvent donner des coups de main, donner des conseils, donner des contacts. Et puis explorer tous les possibles. La sexualité, elle est multiple, elle est multimodale. Alors, Montpellier a vraiment un problème de réseau en fin de journée. Désolée, Alice, elle va C'est moi qui enchaîner. prends toute la bande passante. D'accord. Ah oui, alors t'es pas prêteur, hein. Alice? Oui, je suis revenue. Décidément. Non, mais voilà, explorer. La sexualité, elle est multiple. Il n'y a pas de souci là-dessus. Merci beaucoup, vraiment. Élodie, voilà. Eh ben, merci de m'avoir invité aujourd'hui et merci pour toutes vos actions et vos webinaires différents. Je trouve que c'est toujours très instructif pour nous, professionnels, pour essayer de vous accompagner au mieux, patients. Voilà. Ben, Merci. franchement, merci aussi à vous soignants, que ce soit sexothérapeute, sexologue, avec le log ou le thérapeute ou autre. Voilà, parce que cette approche soignant ou soignant, soigné, elle est admirable. Donc, merci. Corinne, un petit mot. Je suis sûre que tu auras au moins 3 mots. Alors, en tout cas, merci beaucoup à vous pour votre écoute. Et j'ai trouvé très agréable le fait de mettre ensemble, en fait, les patients, patientes, les professionnels et qu'il n'y ait pas de tabou et en fait, qu'il y ait aussi de l'humour
parce que c'est vrai que c'est des sujets qui ne sont pas évidents à évoquer, même si c'est en visio, hein, c'est pas non plus toujours facile. Donc, c'est important de pouvoir échanger. Et puis, je vous confirme qu'à chaque fois, j'apprends des choses. Malgré mon expérience, j'apprends des choses et je suis très contente d'entendre aussi les témoignages des patientes qui sont très émouvants. En tout cas, pour ma part, waouh, il y a des personnes qui ont fait des choses incroyables et qui sont résistantes et des combatives. Et je trouve ça magnifique, quoi, en fait. Et vivement qu'on ait une autre conférence, webinaire, j'ai hâte. Merci beaucoup. Corinne, fais-nous confiance. En plus, vous avez vu que ce soir, comme toutes les conférences que nous faisons, que nous organisons à l'Union, on est en collectif associatif. Et ça, c'est notre grande force, franchement. Parce que l'Union, c'est 18 associations, mais on rajoute MRCCR, on rajoute Québec, on rajoute l'endométriose, et là, on a vraiment la représentativité. La représentation, peut-être, ce sera mieux au niveau français, voilà, des patients et des personnes stomisées. Gwendoline, tu voudrais dire un petit mot de la fin? Il y a Benoît qui donne toujours de très beaux messages. Une marche de plus à passer sur l'échelle de la vie. Merci Benoît. Gwendoline. Oui, et je voulais juste rajouter aussi quelque chose. Je l'ai mis par écrit au cas où. En fait, je vous conseille aussi fortement pour les personnes qui connaissent pas, mais je pense que la plupart d'entre vous connaissent, c'est Stomy Buzzy sur les réseaux sociaux. Enfin, moi plus particulièrement sur Instagram. Elle a une stomie définitive, si je dis pas de bêtises, depuis 2017. Elle a la maladie de Crohn. Et en fait, elle fait des bandes dessinées qu'elle illustre elle-même avec ses soins. Et elle y fait beaucoup d'humour. Et je sais que moi, c'était ma stomathérapeute Stéphanie au CHU Saint-Éloi à Montpellier qui me l'avait conseillé. Et en fait, ça m'a vraiment aidée à apprivoiser ma stomie provisoire à l'époque. De par son humour, de mieux comprendre certaines choses et d'un peu plus relativiser, on va dire. Voilà, enfin, je vous la conseille plus. Franchement, ça aide beaucoup, surtout pour les personnes qui viennent juste d'être stomisées ou celles qui vont être dans un futur proche stomisées. Je vous la recommande plus. Et merci beaucoup pour vos échanges et votre écoute. Mais merci à toi pour ton témoignage sans filtre, parce que au moins ça donne voilà envie de libérer la parole. C'était l'objectif d'aujourd'hui. Donc on va clore cette conférence dans le cadre de la Journée nationale de la stomie. Vous suivez l'Union parce que le compte à rebours est lancé pour l'ouverture du site internet. Il ne reste plus que quelques jours. Donc, dans pas longtemps, vous pourrez le découvrir, nous faire un retour aussi parce que peut-être que vous voudrez rajouter des choses, modifier. Voilà, il vous appartient également. Merci à toutes, à tous. Et au plaisir de se revoir. On compte sur vous pour le prochain sujet.